Merci de nous accueillir en ce 4 février, une date importante pour vous, pour nous, les Insoumis également. Le 4 février, Nantes commémore la première abolition de l'esclavage impulsée par la Révolution de Saint-Domingue, cela a été rappelé. Le 14 août 1789, les esclaves d'Haïti entraient en révolution parce qu'ils avaient entendu parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et revendiquaient l'humanité qu'on leur refusait jusqu'à présent. Rappelons-nous toujours de cette aspiration à l'égalité et à la liberté qui a été accueillie à l'époque avec violence. Et aujourd'hui, celles et ceux qui sont les héritiers de ces hommes et ces femmes qui revendiquent le droit à être écoutés en démocratie sommes également victimes de la même violence à tour de plateau télévision. Je suis très fière de rappeler que c'est le député insoumis de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon, qui avait présenté un texte à l'Assemblée nationale pour que le 4 février soit le jour commun de célébration de l'abolition de l'esclavage. Et lorsque nous serons au pouvoir, évidemment, nous le mettrons en place. Au niveau du Parlement européen, également, je veux aussi saluer le fait que c'est notre camarade également de La Réunion, Younous Omarjee, qui était là l'année dernière, qui a fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors évidemment, c'est une journée de commémoration, de célébration. En fait, on a toujours du mal à trouver les mots en pareil moment, car Nantes porte en elle le traumatisme de cette histoire de violence coloniale. Nantes, de laquelle partirent 500 000 esclaves. Nantes, qui en 1789 envoyait 5 navires négriers aux États généraux, 5 négriers aux États généraux, et en même temps élisait un maire de la ville dans un sorte d'élan pré-démocratique, mais qui n'était évidemment pas pour tout le monde. Nantes, qui pratiqua pourtant la traite illégale jusqu'en 1830, Nantes qui pendant des siècles a tué cette histoire. Aujourd'hui, Nantes a fait le choix de mettre en lumière cette histoire. Cette lumière nous donne de la force au quotidien pour lutter contre l'inhumanité qui nous entoure. Et je remercie à cet instant les organisateurs très nombreux qui nous ont chaleureusement accueillis, et particulièrement le Cercle du Marronnage. Je les remercie pour cette initiative. Parce que la réalité est crue. Selon les Nations Unies, 28 millions de personnes aujourd'hui sont encore soumises au travail forcé. 22 millions sont dans un mariage forcé également. Et donc, ça me fait le lien avec ce qu'évoquait Ségolène Amiot, les droits des femmes, les droits des personnes minorisées. Toutes ces luttes se rejoignent. Et aujourd'hui, ce sont les migrants et les exilés qui subissent les politiques réactionnaires que l'on voit en Europe. 30 000 personnes sont mortes dans la Méditerranée ces 10 dernières années. 30 000 personnes. La Méditerranée est un cimetière. L'Europe procède ainsi au tri entre ceux qui ont le droit de vivre, ceux qui ont le droit d'être sauvés. C'est une nécropolitique sordide. Dès lors, que commémore-t-on réellement lorsque les mêmes logiques de contrôle, d'exclusion et de répression persistent sous d'autres formes aujourd'hui ? Je parle bien de logique et d'infériorisation de l'autre sur des bases racistes. Et je ne fais pas de parallèle inapproprié, hein. Mais la réalité, c'est qu'il y a une question. Que vaut une mémoire lorsqu'on n'interroge pas le présent à l'aune de l'histoire qui nous a fait aujourd'hui? Que vaut la célébration de conquêtes révolutionnaires si elle n'est pas un appel vibrant à l'insoumission? L'insoumission, c'est ce qui a permis que, pour la première fois, cela a été rappelé, une femme noire accède à la vice-présidence de l'Assemblée nationale en dépit du contexte réactionnaire que nous connaissons. Et c'est avec fierté, je le redis, que je porte l'insoumission au perchoir de l'hémicycle. À chaque instant de notre action politique, donc, nous nous inscrivons dans l'histoire. Si le système esclavagiste a été juridiquement aboli, ces mécanismes de contrôle et de domination n'ont pas disparu. Et Nantes, comme hier, doit encore subir l'infamie d'accueillir des centres où l'on enferme, on embarque et on déplace des hommes et des femmes et des enfants parce qu'ils n'ont pas les bons papiers et pas la bonne couleur de peau. Je parle de l'installation ici d'un centre de rétention administrative. L'ouverture de ce centre n'est pas une actualité anodine, mais la réactivation d'un héritage répressif. Celui d'un État qui, depuis des siècles, attaque, enferme et expulse, toujours les mêmes, et au fond, toujours pour les mêmes raisons. Les récents événements, d'ailleurs, de janvier 2025 à Nantes l'illustrent de manière éclatante. Pendant 2 jours, des opérations policières, des traques de personnes
non blanches, sous couvert de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces interpellations ont été menées avec l'appui des CRS et avaient été préparées en amont. On n'ouvre pas un centre de rétention administrative à Nantes impunément avec l'histoire chargée qu'à la ville. Ces opérations montrent que la répression migratoire n'est pas une réponse ponctuelle, mais bien un système planifié, orchestré pour cibler, expulser des populations spécifiques. Elle reflète un fait indéniable. Les CRA ne sont pas juste de simples instruments de gestion administrative, mais des outils de contrôle racial, héritiers de la police des Noirs et des dépôts de Noirs, mais aussi des politiques coloniales de surveillance des populations jugées indésirables ou dangereuses. Tous ces faits s'inscrivent dans un continuum colonial, une perpétuation des rapports de domination hérités de l'esclavage et du colonialisme. Face à cela, commémorer l'abolition de l'esclavage ne peut être un simple hommage symbolique, de même que la critique de la colonisation ne peut être un simple mot d'ordre abstrait. La mémoire doit être une mémoire en lutte, un levier pour dénoncer les violences actuelles et combattre l'injustice. C'est pourquoi, puisque c'est la révolution qui a aboli l'esclavage, c'est le devoir de tout mouvement progressiste d'être au devant des luttes décoloniales et anticoloniales actuelles. Ségolène l'a rappelé, ici, à Gaza, en Palestine, au Congo, au Soudan. Car l'impérialisme, c'est la guerre, vous le savez, Jaurès le disait. C'est la continuation directe du combat des indépendantistes haïtiens qui, hier, firent la fierté de la France révolutionnaire, car la France est révolutionnaire. Je voudrais ici avoir un mot sur Mayotte, parce que les discours racistes se développent avec une ardeur accrue depuis le cyclone Chido. J'étais à Mayotte il y a de cela quelques jours, et ce que j'y ai vu m'a glacé. Parce que l'État, en réalité, a laissé Mayotte, département français, ce sont les Mahorais qui l'ont décidé, et c'est ainsi, dans une pauvreté sans nom. 34% de chômage, quasiment 80% de personnes sous le seuil de pauvreté et pas d'eau potable 2 jours sur 3. 2 jours sur 3, les Mahorais n'ont pas d'eau potable. Et une fois la situation rendue catastrophique, une fois le cyclone passé, eh bien, les décisions qui viennent, c'est évidemment la mise en œuvre de fantasmes, de leurs fantasmes réactionnaires et racistes. Par exemple, la réforme de la nationalité, l'expulsion sans recours des exilés, comme si ça allait ramener l'eau et des maisons pour les personnes sinistrées. Et face à la pression démographique à Mayotte qui est certaine, nous, insoumis, nous répondons solidarité nationale plutôt que préférence nationale. Cela signifie la liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire hexagonal pour celles et ceux qui obtiennent le droit d'asile. Et ils sont nombreux à Mayotte. 57% à Mayotte obtiennent le droit d'asile. Et dans le contexte actuel, c'est beaucoup. Parce qu'à côté de Mayotte, eh bien, sur le continent africain, c'est la guerre, ce sont les déplacés. Et j'en veux à cet État qui organise la guerre entre pauvres, la guerre entre noirs, la guerre entre musulmans, la guerre entre frères. La révolution abolitionniste d'hier nous enseigne que la dignité ne se quémande pas, elle s'arrache, elle se conquiert. À Nantes, la lutte pour la dignité appelle à refuser l'installation d'un CRA dans cette ville. On ne peut pas à la fois commémorer la fin de la traite et accepter sur son territoire un centre de rétention. À Mayotte, elle commande de refuser que l'archipel serve de terrain d'expérimentation aux politiques d'extrême droite. Nous les combattrons dans l'hémicycle la semaine prochaine. Refusons que la mémoire de l'esclavage soit aujourd'hui un geste creux qui n'interpelle pas celles et ceux qui en perpétuent la vision déshumanisante. La Révolution fut la manière par laquelle les Français, à l'époque, souhaitaient se libérer des chaînes de l'Ancien Régime. C'est en cela que la Révolution française a permis d'imaginer que des hommes et des femmes puissent se libérer des chaînes de l'esclavage. La Grande Révolution a porté en elle les germes de l'émancipation et, je le redis, de l'insoumission. Elle est en réalité en perpétuelle réinvention pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui s'appuient sur ces principes à la lettre pour faire avancer le progrès humain. Faisons donc, ici à Nantes et partout en France, le choix non pas seulement de la résistance, mais surtout de l'affirmation pleine et entière de l'antiracisme et de l'humanisme. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers toutes et tous ici rassemblés ce soir, chacun a parlé dans la diversité des points de vue et des angles d'observation de la réalité sous sa responsabilité personnelle. À mon tour, je le ferai. Pour un moment d'histoire, le 4 février, l'abolition de l'esclavage, celle de 1794, en commençant par vous dire à quoi sert l'histoire.
car l'histoire est une science et je n'en ai pas la qualification. L'histoire est le résultat de l'activité des êtres humains, mais le résultat aussi du récit des historiens qui doivent trier, chercher et nous faire connaître ce passé. Mais pourquoi faire? Les uns les autres en feront un usage différent. Quant à nous, militants politiques, conscience citoyenne engagée, nous en ferons la matière première d'une expérience acquise pour se projeter dans les objectifs politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous autres insoumis, quand nous avons commencé notre travail, nous savions que nous devions reconstituer entièrement la pensée critique de la famille à laquelle nous appartenions et dont nous observions la déchéance morale et intellectuelle quasi totale. Et pour cela, il fallait réinvestir l'histoire. Et il ne fallait pas permettre que l'histoire de France soit appropriée par ceux qui en ont une lecture qui n'est pas la nôtre, par ceux qui voulaient faire de l'histoire de France celle des Capétiens, de l'Ancien Régime, des sonneries de clairon, non au profit de la liberté, mais au profit de ces crimes qu'ils ont commis au nom de la France et dont le peuple français est innocent. Puisque nous parlons de l'abolition, que l'on n'aille pas s'y tromper. Le code noir, ce n'est pas la France. Le code noir, c'est l'Ancien Régime. Le code noir, c'est l'invention de ceux qui alors dirigeaient la France. Ce n'est pas le peuple français, car quand on a demandé à des Français, de braves gens tout simples, comme vous autres ici, ce qu'ils ont pensé, ils n'ont pas hésité un instant. Si bien que pour moi, c'est devenu dorénavant une obligation, chaque 4 février, avec mes camarades, d'être ici, là, où peut se célébrer ce qu'a été l'abolition de l'esclavage, et d'en tirer les leçons pour maintenant, car Nadège Abon-Bourgoli a raison de dire une chose. Les mécanismes qui sont mis à l'œuvre ne meurent pas avant qu'on les ait identifiés, éclairés, désignés et retirés du présent quand ils s'y trouvent encore. Les génocides ont commencé par les mêmes qui ensuite vont les prolonger dans leur pays. En Afrique, en Namibie, c'est le premier génocide du XXe siècle. Et si alors on avait arrêté ceux qui s'en étaient rendus coupables, si alors on avait tiré la leçon de ce qui s'est passé, alors peut-être aurait-on eu des précautions, des avertissements supplémentaires pour empêcher que se commette le génocide des Juifs en Allemagne et en Pologne ensuite, ainsi que dans tout l'Est de l'Europe. De la même manière, les mécanismes qui ont rendu possible la force tranquille du mal pendant 3 siècles, 3 siècles pendant lesquels on a capturé des gens, on les a enchaînés, battus, mis dans des bateaux, jetés à la mer, contraints à l'esclavage. 3 siècles. Les mécanismes qui ont permis la banalité, la banalisation d'un tel crime sont toujours à l'œuvre si nous ne sommes pas capables d'en repérer l'essence. Et cette essence, c'est d'abord la chosification des êtres humains, sous prétexte de couleur de peau, sous prétexte de religion, sous prétexte d'appartenance ethnique, sous tous les prétextes, mais qui commencent par regarder l'autre, non comme un être humain, non comme son semblable, mais comme une variété différente d'espèces, à qui dès lors il est permis de ne pas reconnaître les droits qui sont ceux de tout être humain, comme nous le proclamons dans ce pays, par la Révolution, depuis 1789. La banalisation du mal, c'est ensuite tous ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas une responsabilité personnelle dans l'accomplissement d'un processus, qui peuvent prétendre qu'ils ne savent pas, qui peuvent se donner le droit de regarder ailleurs, comme l'ont fait d'autres qui ensuite se sont défendus
d'être coupables du crime d'Holocauste parce qu'ils ne faisaient qu'appliquer la loi de leur pays, disait-il à cette époque. La responsabilité de chacun d'entre nous est continuellement engagée. Et nous autres qui nous réunissons le soir alors qu'il fait froid pour parler d'abolition de l'esclavage, nous savons pourquoi nous sommes là. Car nous nous sentons responsables de tout ce qui se passe en ce moment. Et quand on commet un génocide, nous mettons notre point d'honneur à ne pas regarder ailleurs, mais à nous sentir directement et personnellement engagés dans le combat pour le faire cesser. Maintenant, tout de suite! Nous nous sommes appropriés l'histoire de France dans tout ce qu'elle comporte de révolutionnaire et d'insoumission pour permettre l'unité du peuple français. Parce que c'est au prix du refus du racisme que le peuple français peut être un et indivisible, comme sa République doit l'être, parce que son peuple est indivisible. Il fallait s'approprier les figures de l'insoumission pour qu'aucun enfant ne croie que ce pays, jadis, a pu être complice d'un crime qui a frappé ses arrière-grands-parents. Non! La France ne se résume pas à Colbert. C'est nous qui avons voulu ramener des noms que tout le monde oubliait, ou dont on ne voulait pas parler, ou dont on cachait le tableau, comme c'est le cas du député arrivé, du premier député noir arrivé, le malheureux avec un an de retard, et dont le portrait est aujourd'hui à Versailles, et dont nous autres insoumis avons demandé qu'on le ramène dans l'Assemblée nationale. C'est Jean-Christophe Bellay, ou Christophe. Ce nom doit être connu de chaque jeune Français comme un héros de l'histoire de France. C'est notre histoire que son insoumission. Il n'est pas un à côté, il n'est pas un étranger qu'on ne connaît pas, il n'est pas un homme de couleur protestant pour je ne sais quelle communauté. C'était un Français au sens où nous l'entendons nous, c'est-à-dire qui reconnaît dans tout être humain son semblable. C'est cela et rien d'autre que d'appartenir à ce pays et de s'en sentir une appartenance. C'est nous qui avons ramené le nom de Levasseur et qui le célébrons député de la Sarre tous les ans sous l'autorité du député Mathias Tavel qui se trouve ici. Levasseur avait été déshérité par son oncle qui était un négrier nantais et il avait une sensibilité particulière aux questions de l'esclavage. Tant et si bien que quand est arrivé le député Bellay, ce Bellay cherchait quelqu'un qui parlait de la situation des esclaves et de ce qui s'était passé. Il a trouvé l'oreille attentive de Levasseur. Et à partir de là, toute la mécanique s'est remise en route. Voilà comment nous entendons être. Nous nous sentons les enfants de Bellay, de Levasseur. Et quand Toussaint Louverture se bat contre l'armée française napoléonienne, Toussaint Louverture se réclame des principes qui sont ceux de la Révolution. Toussaint Louverture se bat sous le drapeau tricolore parce qu'il considère que c'est le drapeau de la liberté. Et à cette époque et à ce moment, et encore aujourd'hui, nous ne voulons voir rien d'autre dans ce drapeau que le refus des marins qui ne voulaient plus partir sous drapeau blanc et qui ne voulaient entendre parler que du drapeau tricolore et refuser d'aller faire le trafic esclavagiste. La patrie appartient à ses enfants s'ils décident que tous en sont les enfants. C'est pourquoi, pour moi, chaque année, je vais d'une étape à l'autre et j'ai ressenti comme un honneur d'être appelé par vous à m'exprimer ici et comme un privilège après Nadège à Mongolie. Pourquoi je repensais, c'était il y a 2 ans, au Mans, devant le monument à Levasseur. C'était à La Réunion, avec Huguette Bello, à côté du cimetière où le cyclone, en arrachant la terre, avait révélé la fosse commune de 2000 esclaves, oubliés là comme des choses.
La Réunion, où l'on a vu non seulement le marronnage le plus actif, quasi organisé en royaume, à l'intérieur de l'île. La Réunion, où les femmes ont pris une part si éminente et de première ligne, d'abord par celles qui organisaient le marronnage, et ensuite par celles qui étaient en ville et qui prirent 2 siècles avant Rosa Parker la décision qu'il fallait prendre. Il y avait ce soir-là théâtre. Et tout le monde y allait de la bonne société. Et voici cette femme noire qui décide qu'elle n'ira pas s'asseoir avec les ponts noirs acceptés par la bonne société, mais qu'elle ira s'asseoir devant, à côté de son époux, un blanc. Et ils décident à ce moment-là de proclamer leur similitude. C'est ensuite ces femmes qui ont constitué des comités révolutionnaires de sans-culottes à La Réunion. J'évoque ensuite les marches des esclaves à la Guadeloupe. La Guadeloupe, non, la Martinique. On arrive à l'endroit où arrivaient les bateaux négriers, et de là on descend et on monte la colline, et ils allaient ensuite là où ils allaient être vendus. La Martinique, c'est, pour revenir à cette époque, la terre de Louis Delgrès, qui ensuite va préférer à la Guadeloupe le suicide avec 500 des siens, après avoir été officier de l'armée républicaine, en opposition absolue au rétablissement de l'esclavage. Non parce qu'il était cet homme-là, mais parce qu'il se sentait d'abord jacobin, républicain, égalité avec les autres êtres humains. Souvenez-vous-en, il y a une force plus grande que tout, c'est celle des principes, c'est celle des convictions que l'on affiche en toutes circonstances. Cet homme a préféré se suicider avec 500 autres plutôt que de retourner sous les fers ou d'aller combattre pour le rétablissement de l'esclavage. Je revois tous ces visages, je les entends, puisque j'en fais le parcours. Et tout à l'heure, j'ai fait le tour du mémorial avec vous et je vous félicite de la qualité de la présentation que vous en faites. À présent, je demande, comme un vœu en frère et en ami, qu'on ne confonde pas la France avec ceux qui la défigurent. Qu'on accepte que la France, c'est ce petit peuple. Dans mon parcours, je suis allé à Champagné. Champagné, c'est un endroit pas possible, là-bas dans la Haute-Saône. La Haute-Saône, c'est merveilleux. Quand arrive le printemps, c'est une des forêts de feuillus qui restent dans ce pays. Si bien que le printemps, l'automne, ils sont des saisons hors du commun. L'automne y est flamboyant, de toutes les couleurs. Et il y a dans ce petit pays, à Champagné, la tradition communiste des mines. Mais avant cela, un jour de 1786, il y a un officier de cavalerie qui arrive de la cour et qui, bien sûr, au bout de quelques jours de congé, commence à ne savoir quoi faire. C'est bien qu'il se dit, je vais me rendre utile. Il va à la sortie de la messe, ils allaient tous à la messe, et il dit aux gens, voici ce que j'ai à vous raconter. On arrête des Noirs, on les met dans des bateaux et on les vend comme des marchandises. Alors les braves gens du coin, quoi, des Noirs, qu'est-ce que vous dites? Des hommes noirs? On est en Haute-Saône, c'est loin des côtes. Personne n'a jamais vu qui que ce soit noir. Ah, mais si, dit l'officier. Bien sûr que si, que ça existe. D'ailleurs, venez, regardez la peinture à côté de la crèche. Vous voyez bien qu'il y a un noir. Ah oui, c'est Balthazar. Mais bien sûr, quoi? On arrête des gens, on les parque comme des marchandises, on les vend, on les bat, on les tue, on les exploite à mort. Nous n'acceptons pas ça. Séance tenante, ils font une lettre pour demander, et ils l'introduisent dans les cahiers des États généraux, qu'on fasse cesser ce commerce. Au nom des habitants de Champagné, je déclare le peuple français innocent de l'esclavage.
Les maîtres ne doivent pas être confondus avec ceux qu'ils opprimaient ici aussi. Ces braves gens ont dit ce qu'il y avait à dire. Et comme vous avez raison, cher ami, de dire, alors puisqu'il y avait des gens qui protestaient de cette façon, pourquoi les autres ne le faisaient pas? Ne venez pas nous saouler avec cette idée d'après laquelle le Code noir, finalement, organisait les choses de manière plus humaine. Au moment où il est écrit, au moment où il est publié, les Lumières ont déjà fait leur travail. Il y a déjà une société des Amis des Noirs. C'est donc en toute connaissance de cause que l'ancien régime a décidé que continuerait la persécution. Que ferons-nous de tout cela? Quand la discussion vient la première fois, c'est en 1791. Elle vient parmi des gens qui, à la vérité, sont plongés dans une révolution comme personne n'en avait jamais vu, et qui étaient, pour la plupart d'entre eux, de bons bourgeois, dépassés par les événements, tâchant de trouver des solutions à l'improbable. Le roi s'était enfui, il se passait ceci, cela, tous les jours quelque chose de nouveau. Eh bien, 1791, c'est 2 ans après le début de la Révolution. Et c'est là qu'arrive pour la première fois le débat. C'est ça qui nous importe à nous à cet instant. Supposez que ça soit là maintenant. Alors, vous voulez ruiner le pays? Vous n'y pensez pas? Vous voulez abolir l'esclavage? Mais du coup, le sucre va coûter beaucoup plus cher. Et donc, dans la compétition internationale, le sucre français ne se vendra plus. Or, le sucre, on est au XVIIIe siècle, c'est le pétrole du XVIIIe siècle. La consommation explose, plus de 40% de plus. Vous n'y pensez pas. Alors, le débat a lieu. Et il y a des choses très importantes qui se disent, notamment tous ceux qui viennent soutenir la rationalité économique tout de même. N'est-ce pas plus important que tout? Alors, certains disent, on va quand même pas écrire dans la Constitution qu'elle s'applique à tout le monde, y compris aux esclaves. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Discussion sérieuse qui engage la stabilité du pays, la responsabilité qu'il faut assumer devant les réalités, ne pas être dans le déni. N'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les principes auxquels vous vous référez si vous avez ou non le courage de tenir parole. Si vous avez voté la Déclaration des droits de l'homme qui dit à l'article 1, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, alors en 1791, vous devez vous lever et dire, mais de quoi vous nous parlez, vous? De quoi? Du sucre? Nous vous parlons d'êtres humains. Et alors, vous aurez pas seulement le beau raisonnement de l'abbé Grégoire, mais la phrase terrible de Robespierre, gloire à Seman, qui leur dit, si vous écrivez le mot esclave, ou que ce soit, ou non libre, dans un quelconque de vos textes législatifs, alors vous pouvez jeter tout le reste, parce que vous êtes des menteurs. Et ensuite, il dit, si vous ne pouvez avoir de colonies qu'au prix de l'esclavage, alors périssent les colonies. Périssent les colonies. Comme un écho lointain, périsse le gouvernement illégitime. Périssent ces impôts illégitimes, périssent ces coupes dans les emplois publics, périssent son budget pourri. Voilà ce qu'il faut sortir du sol à cet instant. De mémoire, si on ne veut pas, comme l'a dit Nadège, que tout ça tourne à une sorte de cérémonisation euphémisante des problèmes. Tout le monde est d'accord pour dire que l'esclavage, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi était-ce une pratique? Parce que si c'était une pratique économiquement rentable pendant 3 siècles, demandez-vous quelles sont les pratiques économiques insupportables sur le plan humain, qui continuent sous nos yeux, avec les mêmes méthodes, la même routine, la même force de l'organisation. Voilà ce que doit faire une conscience contemporaine. Que l'on soit
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'esclaves ou de ceux qui ont protesté contre l'esclavage. La force des principes, car la liberté n'a jamais été un cadeau. L'esclavage ne s'est pas arrêté par la bonté des maîtres. Il a fallu que les Haïtiens arrachent leur liberté pour qu'on en entende parler à Paris et qu'alors les gens, les élus commencent à dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et ce que je viens de vous raconter qui se conclut en 1794. C'est le marronnage. Partout. Les esclaves n'ont pas été des choses dociles, fascinés par leur maître. C'étaient des hommes, des femmes qu'on avait arrachés à leur terre et qui venaient avec une histoire, avec un sens de la dignité personnelle, des fois avec un rang social, car l'esclavage avait tout mis au même plan. Mais il y avait là des guerriers de haut vol, il y avait des savants, il y avait des prêtres de telle ou telle religion. Ces gens, aussitôt, ont récupéré leur volonté d'être eux-mêmes et d'être libres. Un jour, j'ai demandé à un universitaire réunionnais, je lui dis, écoutez, tirez-moi d'un doute. Pourquoi est-ce que le marronnage n'a pas entraîné tout le monde? Après tout, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas parti en même temps? Et voici sa réponse. Il me dit, Monsieur Mélenchon, pour s'opposer, il faut avoir conscience de la légitimité de l'opposition. Les premiers qui partaient en marronnage étaient ceux les plus élevés dans la société d'où ils avaient été arrachés et qui n'avaient guère l'habitude d'obéir, et des fois plutôt celle de donner des ordres. Quant aux autres, parfois ils se révoltaient, d'autres fois ils supportaient, soit parce qu'ils étaient morts de peur, soit parce que c'est la vie, que voulez-vous? Il faut beaucoup de courage, beaucoup, pour aller contre la volonté des maîtres qui torturent et qui tuent. Et alors il me dit, alors je lui dis pourquoi après ça démarre, et il me dit, Monsieur Mélenchon, à partir du moment où il y a eu une déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains sont égaux, alors n'importe qui se sent concerné par cette déclaration et peut se mettre en mouvement pour se révolter. Quelle est la force des idées, mesdames, messieurs? J'ai suivi le texte des droits de l'homme en Amérique latine. Parfois, c'est 2, c'est 3 personnes qui recopient à la main, qui annoncent une grande révolution à l'issue de laquelle tous les êtres humains seront frères. C'est au Venezuela, sur les pontons, où l'on mettait les prisonniers français. Noirs et blancs ensemble, d'accord sur rien, comme tout bon français, mais au moins d'accord sur une chose, ils ne voulaient plus entendre parler d'esclavage. Et ceux qui arrivaient d'Haïti, ceux qui arrivaient de la Guadeloupe, arrivent avec Victor Hugo, ça ne s'invente pas de porter un nom pareil, au Venezuela et attaquent le Venezuela. Personne ne le sait. Ils sont noirs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils viennent appliquer la loi des Français. Pas d'esclavage et la République. Ces hommes, ces femmes étaient pleins d'un courage immense. Pourquoi? Parce que ceux qui les menaient assumaient les principes au nom desquels il fallait entrer en insoumission. L'insoumission est le cœur de la nature humaine. Quiconque met en doute l'ordre qu'on lui propose est conduit à s'interroger sur sa propre place dans cet ordre. L'insoumission, c'est la liberté. La liberté suppose ou produit le choix. Vous êtes libre parce que vous pouvez choisir. Et vous êtes libre quand vous donnez le choix. La liberté et le choix sont une seule et même chose et décrivent l'être humain. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où existe un choix, n'acceptez jamais qu'on vous dise on ne peut pas faire autrement. On a toujours fait comme ça. Il y a toujours un choix. À partir du moment où vous acceptez l'idée qu'il y a un choix, soudain, vous êtes une personne qui est mise à distance de ses actes. Vous pouvez faire ceci ou vous pouvez faire cela. Vous n'êtes pas confondu avec votre acte. Donc, vous en êtes pleinement et absolument responsable.
Il n'y a pas de liberté possible sans la responsabilité de ses actes. Il y a la responsabilité de ses actes quand on est libre. La liberté ainsi est la vertu fondamentale de l'être humain. Et c'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau dit que renoncer à sa liberté, c'est renoncer au statut d'être humain. Et la liberté se confondra toujours avec l'autodétermination. Je viens d'en parler à propos du choix. La maîtrise de soi. Alors, la magnifique parole, la grandiose promesse de l'humanisme et de l'idée de la dignité de l'être humain, auteur de son histoire, peut se réaliser pleinement. Et alors, elle devient le sujet de la discussion collective, parce qu'aucun d'entre nous ne peut se constituer, ne peut devenir une personne sans les autres et sans la société à l'intérieur de laquelle il accomplit son destin singulier et personnel. Voilà comment tout se tient, et voilà pourquoi l'abolition de l'esclavage est un fait philosophique, un fait moral et un fait politique. Politique, chaque fois qu'on accepte de continuer à porter les chaînes de la servitude du préjugé, quel que soit ce préjugé, le préjugé raciste qui divise le peuple en essentialisant à partir de la couleur de peau ou de la religion des différences qui bien sûr existent. Tous les êtres humains sont différents, ils ne sont pas identiques, ils sont similaires, semblables. C'est le mot qu'on trouve à Champagné sur la déclaration des gens qui ont signé cette pétition au roi. Ils disent « nous sommes semblables ». Le mot vient 3 fois pour qu'on comprenne bien. Semblable. Voilà toutes les vertus et les chaînes qu'il faut faire tomber. Chaque fois que nous nous montrerons maîtres de nous-mêmes ou en conquête de cette maîtrise, nous avancerons en humanité. Chaque fois que nous reculerons pour croire que la tradition est plus forte que l'invention du futur, nous reculerons dans nos chaînes. Chaque fois que nous refuserons par préjugé, par grossièreté, par ignorance, par peur, le magnifique élan qui pousse l'humanité à devenir elle-même un sujet de l'histoire, un sujet commun, en se créolisant, c'est-à-dire en permettant que les cultures et les rencontres permettent le jaillissement de la nouveauté. Comme l'a dit avant nous l'extraordinaire poète et penseur martiniquais Édouard Glissant, à qui nous devons cette idée libératrice. Chaque fois qu'on aura reculé dans le refus de cette créolisation, on s'enfermera, on se détruira, on s'émiettera. C'est à cet élan qu'il faut se vouer. Et vous tous, à commencer par les plus jeunes, les autres, on a fait notre vie les uns les autres, on sait déjà quoi penser, on pense pas la même chose. Mais les plus jeunes, ouais, encore heureux qu'il reste un bout de chemin. Là. Ah bah ouais. Mais vous autres, la jeune génération, c'est ça que vous avez à faire. Si notre pays a été labouré, meurtri, accablé de racisme, et il l'est encore, vous voyez ce surgissement partout, dans l'édition, dans la presse, dans la télé, partout, ce surgissement du racisme, du différentialisme, de l'essentialisation des hommes comme hommes, des femmes comme vraies femmes. Tous ces discours obscurantistes qui vous couperaient de la route de la tâche que vous avez à accomplir. Dans notre pays, 1 personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Alors, elle n'a pas de mal. Ouais, criez pas comme ça, vous n'avez pas de mérite, hein. C'est naturel, hein. Non, mais je dis ça pour Zemmour, qui a toujours des. Chaque fois qu'il est. Le mec, il retarde de 2 trains à chaque fois. Ben oui, chaque génération remplace la précédente. Chaque génération est un peuple nouveau.
Mais vous, vous avez cette tâche à accomplir. Guérir ce pays des plaies du racisme et du différentialisme et de l'indifférence. L'indifférence des lâches qui regardent ailleurs quand il y a un génocide. L'indifférence de ceux qui ne veulent pas voir la pauvreté tant qu'elle n'est pas entrée chez eux. L'indifférence de ceux qui ne savent pas qu'il y a des centaines de nourrissons qui cette nuit vont dormir dans la rue avec ces milliers de gens qui ont été expulsés de tout dans un pays si riche. La honte, vous la porterez si vous ne faites rien. Comme ont porté la honte ceux qui ont regardé à Nantes et ailleurs passer les bateaux négriers sans avoir rien à dire. Ah, la honte, ça passe. Mais la leçon, il faut la tirer maintenant. Tous ceux qui sont réduits aux chaînes de la misère, du racisme, du sexisme, doivent être libérés par l'action politique implacable, sans céder, sans combine, sans compromis, parce qu'il y a trop de gens prêts à faire des compromis. Il faut choisir entre ceux qui tiennent des chandelles et ceux qui portent des flambeaux. Les flambeaux, ça éclaire plus loin. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Merci.